Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 décembre. Et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans votre podcast, les travailleurs payent trop d'impôts et les entreprises pas assez. Quelle est la réelle contribution des entreprises à la sécurité sociale ? À concurrence de 46 milliards. 46 milliards, c'est 3 fois le montant des subsides mentionnés. Le calcul a l'air compliqué. Nous reviendrons dessus avec Jean Hendrix, professeur d'économie à l'UC Louvain. Ensuite, les méthodes de détection du blanchiment d'argent sont archaïques. Mais heureusement, Perform est là. Louis Whitcock, son CEO, nous en parlera. Et donc nous, on arrive à réduire déjà avec l'intelligence artificielle de plus de 60% de ces alertes. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser afin de discuter du débat compliqué entre la Fed et le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, quant à la pertinence de l'indépendance de la Banque centrale. Restez à l'écoute. Z sur 7 à la une. Une réforme fiscale pour de meilleurs salaires, c'est ce que réclame la FGTB. Le syndicat socialiste estime que les travailleurs payent trop d'impôts et les entreprises pas assez. Il pointe un déséquilibre entre les subsides perçus par les entreprises et leurs contributions aux caisses de l'État. Thierry Botsson, président de la FGTB, nous fait le calcul. Cela fait une enveloppe qui est de l'ordre de 16 milliards. Et quand on regarde l'impôt des sociétés, ce qui est versé au niveau de l'impôt des sociétés, au cours des années précédentes, on tourne autour de 15 à 16 milliards. Donc c'est plus ou moins équivalent, mais c'est légèrement inférieur. L'impôt des sociétés rapporte moins que les subsides et subventions qui sont versés aux entreprises année par année. Jean Hendrix, professeur d'économie à l'UC Louvain, y met un bémol. Ça oublie de mentionner un élément important, c'est que les entreprises financent aussi la sécurité sociale à concurrence de 46 milliards. 46 milliards, c'est 3 fois le montant des subsides mentionnés par M. Botsson. Donc ça doit être mis aussi dans les calculs, et quand on prend cela en compte, eh bien, on voit tout de suite que les entreprises contribuent plus qu'elles ne reçoivent. Pour la FGTB, le problème fondamental, c'est que les recettes des entreprises augmentent plus vite que les coûts salariaux. Augmenter l'impôt sur les sociétés pour augmenter les salaires pourrait être tentant, mais c'est risqué. Surtout après 2 années émaillées de faillites et de licenciements collectifs. Si l'on compare avec nos pays voisins, la contribution de l'impôt sur les profits aux recettes est équivalente. La potentielle coalition Arizona n'est pas encore installée, mais elle est déjà sous pression. Z sur 7 à la une. Chaque année, le montant d'argent blanchi est de 3 000 milliards de dollars, selon l'ONU. Et seuls 20 milliards sont détectés. C'est moins de 1% de l'argent sale qui est intercepté dans le monde. Des chiffres qui situent l'ampleur du défi que s'apprête à relever Reform grâce à une technologie basée sur l'intelligence artificielle. Louis Whitcock, CEO et cofondateur de Reform, nous explique. Il y a des armées d'investigateurs dans les banques qui doivent investiguer toutes ces alertes. Aujourd'hui, donc c'est un métier qui est très fastidieux. Et donc nous, on arrive à réduire déjà avec l'intelligence artificielle de plus de 60% de ces alertes. Et donc d'augmenter les vrais cas réels de blanchiment d'argent que les investigateurs peuvent trouver. Et qui aujourd'hui, tout est fait de manière complètement manuelle. Pour détecter l'argent sale, les banques utilisent des modèles vieux de 20 ans, basés sur une série de scénarios dont les résultats sont souvent inefficaces. Reform leur propose désormais des solutions économiques et adaptables. Louis Whitcock, encore une fois. Nous, on utilise des conseillers, des experts de métier qui ont plus de 25 ans d'expertise, qui sont les médecins de la conformité, donc de la conformité réglementaire. Et donc, on vend du conseil, de l'expertise, de la méthodologie et évidemment de la technologie. Reform est présente dans 6 banques, principalement en Belgique et en Irlande, et prévoit de s'étendre aux Pays-Bas, au Luxembourg et même aux États-Unis. Son carnet de commandes dépasse le 1 million d'euros et une levée de fonds est prévue en 2025. Z sur 7 à la une. OpenAI vient de commercialiser son générateur d'images vidéo, Sora. Si la version test tournait déjà depuis plusieurs mois, la version commerciale vient d'être lancée avec une longue liste d'améliorations. Malgré la concurrence, Sora de OpenAI reste la plus attendue. Stéphane Peters, fondateur de Captain AI. OpenAI
c'est vraiment le primo-arrivant dans le domaine. C'est vraiment l'entreprise qui a ouvert le bal des IA et qui a finalement quasiment un monopole, mais près de 99,9%. Son premier concurrent, Anthropic, a une fréquentation et une utilisation 100 fois moindre. Donc c'est clair que tout le monde attend de voir ce que le maître des IA fait. OpenAI ne cache pas sa volonté d'attirer les professionnels de l'image, de quoi séduire l'industrie du cinéma qui assume de plus en plus utiliser ce genre d'outils, pour gagner du temps, en post-production notamment. Par contre, pas possible d'économiser des milliers d'euros pour l'instant puisque, comme pour ses prédécesseurs, Sora fait face au mur réglementaire du vieux continent. Stéphane Peters, encore une fois. C'est en fait une mesure de protection au niveau de l'AI Act, le fait qu'on doit présenter les produits qui sont déjà finalisés. Alors chaque fois qu'OpenAI sort une nouveauté et qui me dit voilà, c'est un produit en bêta, il ne peut pas être disponible dans le marché européen. Une position qui pose évidemment question sur la compétitivité des entreprises européennes qui ne peuvent pas profiter d'une technologie existante ailleurs. La sortie de Sora sera-t-elle retardée ou carrément interdite sur le marché européen ? Personne ne sait. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque podcast, nous analysons l'évolution et les tendances des marchés boursiers avec l'aide d'un expert. Les marchés asiatiques ont rebondi après l'annonce des autorités de Pékin d'assouplir la politique monétaire. Guillaume Duchesne, de la Banque Transatlantique, nous explique. En fait, le Politburo, donc les autorités se sont réunies et ont communiqué notamment une politique fiscale, alors ils citent ça de cette manière-là, proactive, donc autrement dit, autoriser peut-être un peu plus de déficit, créer des dépenses, donc on était en fait avec un déficit aux alentours de 3%, donc le marché est en train de se demander si on ne va pas aller vers les 4%. Donc il y a une nécessité d'intervenir, alors rien n'est précis, mais une nécessité d'intervenir. En effet, réagir est nécessaire, l'économie n'est pas en forme. Oui, alors oui, le taux de chômage des jeunes est relativement élevé, le sentiment des Chinois est complètement déprimé et on a eu la balance commerciale, vous en parliez. Alors elle est toujours en excédent, donc il y a 97 milliards de dollars d'excédent, mais il y a eu un impact assez surprenant, c'est le ralentissement des importations. Donc ça montre bien qu'il y a une demande domestique qui est relativement déprimée et les exportations par ailleurs accélèrent pas aussi vite que ce qu'on pouvait attendre, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui pourrait venir l'année prochaine, avec notamment la politique de Trump, on pourrait penser qu'il y ait une anticipation et une accélération de l'exportation. Et ce n'est pas le cas dans les chiffres du mois de novembre. Donc il y a un peu de nervosité du côté des autorités. De fait, la nervosité agite les marchés boursiers, mais par endroits perce une éclaircie, notamment en Europe. Guillaume Duchesne. Oui, donc l'Asie a rebondi, effectivement, vous le disiez, il y a eu l'Asie qui a rebondi justement lié à ça. L'Europe a profité partiellement, en tout cas lundi, on l'a vu, le luxe a rebondi fortement. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus difficile, mais il y a une rotation un petit peu vers ce qui est plus cyclique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce que l'Europe avait tendance même à sous-performer assez largement les États-Unis, et là, il y a un effet de rattrapage assez systématique. Les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Nous arrivons déjà à la dernière rubrique de ce podcast. L'ancien président, en attendant d'être pleinement le nouveau, Donald Trump, a relancé le débat sur le rôle de l'indépendance de la Réserve fédérale après avoir critiqué publiquement le président de la Fed, Jérôme Powell. Bien que la confiance dans la Fed semble rétablie pour l'instant, des interférences politiques répétées peuvent éroder les perceptions d'indépendance. Cela pourrait accroître l'incertitude des marchés, augmenter les primes de risque et réduire l'efficacité de la politique monétaire à long terme. Premièrement, les États-Unis sont-ils en train de devenir une nation du Bitcoin ? Le Bitcoin a franchi la barre des 100 000 $. L'optimisme suscité par les politiques pro-crypto de Trump a poussé le Bitcoin à dépasser les 100 000 $. Le président américain a déclaré à plusieurs reprises qu'il était ouvert à l'exploration des crypto-monnaies en tant que partie intégrante du système financier, ce qui a entraîné le record historique du Bitcoin. Ce faisant, il souligne qu'il est avant tout un entrepreneur à l'affût des nouvelles tendances. Il veut profiter du succès des nouvelles crypto-monnaies. Les propositions pour intégrer le Bitcoin dans le système monétaire marquent une rupture radicale avec la politique monétaire traditionnelle. Ça soulève de nouvelles questions sur le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Dans l'histoire monétaire récente, une monnaie a toujours été soutenue par une banque centrale indépendante et un État souverain. La banque centrale détermine elle-même le montant de la monnaie et donc en mesure de piloter l'économie. Le Bitcoin, en revanche, est décentralisé, peut être beaucoup plus volatile et beaucoup moins contrôlable.
Si Donald Trump devait poursuivre ses projets concernant le Bitcoin, les États-Unis seraient seuls. D'autres banques centrales, comme la BCE, seront prudentes et privilégient la stabilité à l'innovation. Merci. Deuxièmement, quels sont les défis pour la BCE ? D'abord, l'impact inflationniste du protectionnisme. Les politiques protectionnistes, en particulier aux États-Unis, peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement et augmenter les coûts de production au fil du temps. C'est quelque chose qui va alimenter l'inflation. N'oublions pas que le protectionnisme est avant tout inflationniste et sera donc combattu par des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Sans doute, ça va être un grand défi pour les banques centrales. Quoi qu'il en soit, une période particulièrement intéressante s'annonce pour les banques centrales. Elles s'intéressent aux avances technologiques telles que l'intelligence artificielle qui pourrait entraîner des gains de productivité avec comme conséquence une baisse de l'inflation. En revanche, le protectionnisme entraînera une hausse de l'inflation. En plus, il y a le facteur d'incertitude des crypto-monnaies, avec un supporter du Bitcoin bientôt dans la Maison Blanche. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode composé de notre rubrique à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête et un journaliste en dévoile les coulisses. Mais avant cela, restez à l'écoute pour la Minute Cybersécurité sur la fraude à la facture proposée par le Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je m'appelle Phedra. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fraude à la facture. La fraude à la facture est une forme d'escroquerie dans laquelle les cybercriminels envoient de fausses factures qui ressemblent aux vraies factures de fournisseurs connus. L'objectif ? Amener votre entreprise à payer sur leur compte au lieu de celui du fournisseur. Supposons que le service comptable reçoive une facture semblant provenir d'un fournisseur de confiance et demandant l'utilisation d'un nouveau numéro de compte bancaire. Sans vérification, le paiement est effectué et l'argent va directement sur les comptes bancaires des criminels. Vous pouvez éviter la fraude à la facture en prenant les dispositions nécessaires. 1. Demandez toujours à la comptabilité de vérifier les nouveaux détails de paiement auprès du fournisseur. 2. Mettre en place une procédure d'approbation pour les paiements importants. 3. Veillez à ce que les employés sachent comment repérer les changements suspects dans les détails du compte. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web @work.cfonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.